Séville 82, Laurent Fignon, Kostadinov, la remontada, tous ces éléments ont un point commun. Ce sont des défaites, mais des défaites françaises. Parce que la défaite et l'art de perdre, c'est quelque chose de très français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit la FFL avec Antoine qui a bien voulu accepter cette interview. Parce que depuis 15 ans, Antoine et ses deux acolytes tournent en dérision les défaites à la française. Alors 10 ans, mais on aurait pu faire beaucoup plus longtemps, depuis beaucoup plus longtemps. On a tout un panel de défaites qui remonte bien avant nous, mais enchanté, merci de cette invitation, Youssouf. Merci d'être là. Et puis déjà, on va commencer par se présenter. Peux-tu nous dire qui es-tu avec tes mots et quel est ton parcours? Moi, c'est Antoine, je suis un des cofondateurs de la FFL parce qu'on est plusieurs derrière cette aventure un peu débile. Moi, à la base, j'étais dans le conseil, une vie un peu standard, on va dire parisienne, avec des entreprises et des clients. Et en petit projet marrant à côté avec des potes, on créait beaucoup de groupes Facebook. À l'époque où Facebook était encore quelque chose de hype. Je vois très bien. On créait beaucoup de groupes Facebook et un d'entre eux c'était la FFL, donc la Fédération Française de la Loose, où on a pris un peu le parti de rire des défaites françaises parce qu'on a souffert quand même en tant que supporter français plutôt que d'en pleurer. Et ça a très vite marché, quoi. Donc ça a très vite grossi ce groupe Facebook. Et donc depuis maintenant, donc on a créé ce groupe il y a 10 ans. Et depuis maintenant 5 ans, c'est notre activité principale. Donc on vit sur les défaites françaises. On est des mauvaises personnes, mais on s'amuse bien. Mais du coup, est-ce que la FFL elle est née d'une défaite en particulier ou alors vous vous êtes dit, en fait, il y a tellement de défaites, on va essayer de Alors, elle est profiter? née. Alors, on est beaucoup. Enfin, on est, je veux dire, des bandes de potes masculins, donc on est assez. C'est très standard. On regarde du sport ensemble et on rage sur la télé. Et c'est né de Jeux Olympiques. Enfin, le terme en tout cas FFL est né, je me souviens, où on regardait des JO d'hiver. Et il y avait un peu ce côté que j'appelle très France Télé, avec tout l'amour que j'ai pour France Télé, tu sais, je crois que c'était du ski cross, c'est les quatre qui descendent en même temps là. Ouais. Et très clairement, je viens du Nord en plus, donc moi le ski cross c'est absolument pas ma spécialité. Et donc on te présente un Français comme ouais la grande Mm. chance de médaille. Donc ok mec, c'est parti, t'es la grande chance de médaille, donc t'as tout cet espoir. Et le mec finit quatrième loin. Et un d'entre nous a dû sortir le terme FFL, Fédération Française de la Loose. Donc il a été créé déjà au terme d'une soirée devant la télé. Puis après, il a été créé sur Facebook. Puis est arrivé ce qui arriva, quoi. Ok. Et ça a très vite pris. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de différent dans la façon dont nous, les Français, on vit la défaite comparée aux autres? Alors, je sais pas la manière dont on vit la défaite, parce que je pense que n'importe quel peuple vit mal la défaite, tu vois. Je pense pas que, par exemple, 2022, si c'était 2022 la Coupe du Monde, Mhm. on l'ait bien vécu, mais il y a ce côté, on perd, moi je dis toujours, je sais pas si on perd plus, mais on perd mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'il y a une défaite française, il y a un truc en plus. C'est-à-dire que, tu vois, je prends 2022 comme exemple, on aurait très bien pu perdre 2-0 et on se fait ultra dominer pendant, donc à la Coupe du Monde de foot, on se fait ultra dominer pendant 80 minutes, on voit pas Mhm. le jour et on se dit, bon, on a perdu contre meilleur que nous, tu vois. Et bim, arrive deux buts de Mbappé, arrive la prolongation, arrive les tirs au but, arrive tout cet espoir. Donc tu espères et au final le résultat est le même, t'as perdu, mais t'as perdu avec encore plus de frustration. Donc il y a vraiment ce côté, on peut perdre dans l'anonymat, mais non, on choisit de perdre avec un peu de gloire, avec un peu de panache, et c'est vraiment ce truc que je trouve français, ouais. Et après, on a un amour de nos perdants, quoi. Ça, c'est aussi un autre point, quoi. C'est vrai. Et en fait, on le cultive aussi. Ah, C'est-à-dire bien qu'il y sûr. a des défaites, les parents nous en ont parlé. Moi, par exemple, Séville 82, j'avais jamais pas vu le match parce que j'étais pas encore né. Mais par exemple, moi, mon père, il m'en a parlé plein de Bien fois. sûr. Et il y a pas très longtemps, moi, je revois France-Bulgarie à la télé, sur l'équipe, quoi. Je veux dire, je sais pas si au Brésil on repasse le 7-1, tu vois, à la télé. Je pense pas. Mais en France, il y a un côté où ça fait partie. Et ça fait partie de la culture. Enfin, je veux dire, quand tu vas en Angleterre, t'arrives à Waterloo. Ça fait partie de la culture aussi de les grandes défaites, tu vois. Mais il y a ce côté, ouais, ça fait partie de notre culture sportive et on aime bien aussi se replanter des couteaux et retourner la plaie, quoi. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qui fait qu'une défaite, elle est mémorable? Parce qu'en vrai, on passe plus de temps à perdre qu'à gagner, mais il y en a certaines qui nous marquent quand même. Qu'est-ce qui fait qu'elle est mémorable? C'est l'espoir. C'est alors pas toujours, mais les plus grandes défaites, c'est celles où il y a eu un espoir avant, où on se projetait dans les célébrations, on se projetait dans la victoire, et où derrière il y a eu un scénario qui est souvent incroyable ou absurde, tu vois, qui fait que tu passes d'un espoir à un truc complètement fou, et puis derrière t'as perdu et t'as plus que tes larmes, quoi. Je veux dire, la remontada, c'est ça. Je veux dire, à la 89e, tout le monde se voit
qualifié, tu vois, Mm. même si le match n'était pas terrible, tout le monde se voit qualifié. En 5 minutes, t'as tout qui est lessivé, tu vois. Et donc, c'est ce côté-là qui fait que c'est vraiment côté, un gros coup sur la tête, quoi. Ouais, du coup, c'est vrai, l'espoir, le fait de toucher du doigt et de se dire plus que celui qui part sans aucune chance. Ouais, parce que je veux dire, enfin, comme tu le dis, il y a plein de gens qui perdent. Je veux dire, tu prends là, on est en plein dans Roland Garros. Roland Garros, bah, il y en a, je dis peut-être des bêtises, je crois que c'est 128, donc t'en as 127 qui perdent, quoi. Mm. Mais t'en as qui vont perdre avec, en menant 2-7-0, 3-0, j'en sais rien, tu vois. Et donc ces gens-là, en fait, tu vas plus les remarquer qu'effectivement, si. Enfin, tu me diras, là, le premier tour, que celui qui a joué Sinner au premier tour, c'est Rinderknecht, et finalement, c'est lui qui l'a plus Embêté. embêté. Mais je veux dire, t'en as qui prennent 3-4-2 contre Sinner, et bon, bah, on s'en souviendra pas. Je veux dire, Ouais. tous ceux qui sont passés sous le joug de Nadal, bon, bah, il n'y a rien d'humiliant à perdre contre Nadal à Roland Garros, sinon tout le monde est humilié sur Terre, quoi. C'est vrai. Et toi, personnellement, est-ce qu'il y a eu des défaites où t'es pas arrivé à en rire? Où c'était trop douloureux? Non, je rigole. Enfin, si, il y en a. Toi, je prends. T'en as où tu pourras jamais en rire, tu vois. Je prends par exemple, je pense à Alexis Vastine. Mm. Rio, si je dis pas de bêtises, parce que je suis très très mauvais dans les dates, mais où il se fait voler. Et en fait, le mec se Ouais. fait voler, il a un destin tragique. Enfin, tu peux pas en rigoler parce que le mec, enfin, toute sa vie est tragique. Donc, t'as pas du tout d'angle comique, tu vois. Donc, oui, c'est le côté où vraiment, où il n'y a pas d'angle comique. Il y a des défaites sans angle comique, je veux dire, je sais pas. J'en cherche des looses où il y a pas mais celle-là me marque parce que je sais il y en a qui me disent ah vas-y il faut que tu fasses ça. Non en fait tu peux pas parce que t'as aucun angle comique parce que tout est tragique parce qu'il se fait vraiment voler tu vois. Autant t'as des fois où t'as les supporters qui vont dire ah on s'est fait voler Un peu alors de que mauvaise bon foi, ça fait tu partie de la vois dans la chose. remontada je te parle de la remontada il y a un peu d'escroquerie arbitrale mais il y a quand même avant tout un énorme fiasco mental tu vois donc ça reste pas le truc premier mais vraiment t'as des fois où le mec se fait juste voler et t'es là tu fais bon bah c'est horrible quoi. Tu vois, genre, t'as un mec, en plus la boxe c'est quand même un sport de chien, on va dire. T'as un mec pendant 4 ans, il s'est fait marbrer la tête à l'entraînement pour derrière se faire voler pour des histoires d'argent, parce que ça reste quand même, c'est un peu la boxe aux JO et c'est un peu problématique. Donc là, t'as pas d'angle comique, je pense à celle-là, j'imagine que t'en as d'autres. Donc, mais globalement, il y en a très peu où finalement, pour moi, le sport c'est un peu comme dans la vie. L'humour en fait sert à passer à autre chose, tu vois. Et ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis. Donc, est-ce que tu dirais que par exemple, si tu es supporter d'une équipe qui a particulièrement l'habitude de perdre voilà, de façon douloureuse, je sais pas, je pense au VR. En vrai, moi je suis pas supporter de l'OM, il y a eu des moments durs. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'aller se remettre d'une rupture, d'une promotion qu'on n'a pas eue quand on est supporter d'un club qui a l'habitude de perdre? Ouais, bah bien sûr, enfin, je sais pas, on a tous eu des ruptures dans la vie, la meilleure chose à faire, bon, je vais pas te dire de consommer de l'alcool, mais c'est comme d'aller voir des potes et d'en rigoler autour d'un verre. Enfin, de parler d'autre chose et de passer à autre chose. Et puis au fur et à mesure du temps, t'en rigoles et tu te dis, ah bah, ça, tu vois, genre, il y avait des situations quoi. Enfin, c'est toujours le. Je dis pas que c'est simple, hein, mais ça reste pour moi le meilleur remède. Dès que tu commences à réussir à rigoler de quelque chose qui t'a fait mal, c'est que t'as déjà au moins, t'as fait entre guillemets le deuil, t'es passé à autre chose, tu vois. Et pour moi, la meilleure manière dans le sport aussi, hein, je veux dire, je te dis pas d'en rigoler tout de suite, tu vois, mais à un moment, tu te dis, bon bah ouais, ok, bah on en rigole, tu vois, là, je sais, enfin, tu vois, et puis encore pire, hein, tu supportes Marseille, ok, mais je veux dire, moi je dis toujours, il y en a un à la FFL, les supporters de Troyes. Je veux dire, toi, t'as vécu des trucs, Troyes, le grand moment de leur vie, c'est une victoire en Intertoto, et derrière, c'est que, enfin, toi, il y a quand même des, il y a quand même Des degrés. voilà, il y a une grille, je veux dire, moi, c'est sûr, là, on dit, ah, Paris, c'est bon, ils ont mangé du pain noir, on a souffert, enfin, les gars, Ouais. genre, vous pourriez supporter Rodez, vous pourriez supporter Bordeaux aujourd'hui, Mm. tu vois. Donc il y a toujours pire que soi, tu vois. C'est aussi un moyen de passer De à autre chose, de se dire qu'il y relativiser. a pire que Ouais. soi. Ouais, il y a par exemple, moi, ça me fait rire parfois sur les réseaux, les supporters du Real qui se plaignent. Ça, c'est Ouais, le truc le le plus club gros. qui mange le mieux au monde, Déjà, t'es français, t'es supporter du Real, t'as pas choisi la difficulté dans la vie, tu vois. clairement. Je veux dire, oh là là, genre aujourd'hui, on est deuxième de Liga et on est éliminé en quart. Genre, t'as 99% Mm. des clubs du monde qui veulent ça, tu vois, chaque année. Donc, ouais, choisissent la facilité. Moi, j'ai pas d'empathie pour eux, tu vois. Au contraire, je me moque d'eux, comme ceux de Manchester City, je veux dire, qui disent, ah, vraiment, on souffre. Non, en gros, tu souffres pas, quoi. Non, Tu souffres pas. Déjà, tu peux regarder ton équipe le mercredi, en Ligue des Champions, ouais, déjà. t'attends pas une semaine, quoi. Et au niveau plus personnel, est-ce que toi, il y a eu des défaites, si tu as fait du sport déjà, c'est une question que je ne t'ai pas encore posée, mais des défaites, toi, qui t'ont marqué à l'époque, quand tu pratiquais? Perso ou Perso, ouais. à regarder? Parce qu'à regarder, j'en ai eu, hein, je peux te dire. Perso, ouais, je me suis pris. Mais j'ai jamais été très.
Si, je me souviens quand même avoir fait un double, je gagnais 5-0 et je crois qu'on a eu des balles de match et on l'a perdu. Donc, tu vois, genre, assez. Mais j'ai jamais eu non plus. J'ai jamais été assez bon pour avoir la haine, quoi. Et est-ce que tu as un rituel du coup pour se dire bah, ok, je vais passer cette défaite, je sais pas, boire des coups quand il y a une défaite douloureuse, je sais pas si je pense à 2002, ça a été quand même En difficile. 2002, j'étais encore jeune. Donc, Oui, et puis 2002, j'étais au collège. Donc, tu sais, tu l'écoutais à la radio et. Non, 2022. moi, la plus dure défaite que j'ai eu, moi je suis supporter de Lille, c'était un Lille-Manchester où on se fait vraiment pour le coup voler Je me souviens. à Bollaert. Celle-là, elle a eu du mal à passer parce que en plus on marque un but qui est refusé pour que dalle. Enfin bref, celle-là m'avait fait mal, mais après aujourd'hui j'en rigole, tu vois. Enfin, ça fait partie de ton truc, tu vois. Un rituel, bah le rituel c'est tu laisses passer quoi, à un moment. De toute façon, t'en revivras des défaites avec ton équipe. Enfin, ça fait partie. Tu sais, en fait, il y a un truc, tu sais, on dit supporter, mais supporter, tu vois, le verbe supporter, c'est quand même. Tu sais, c'est terrible, le sport en général. En fait, tu mets ton influx émotionnel dans un truc que tu contrôles pas, tu vois. Oui, Tu sais, t'es là, hein, tu regardes un truc, t'as aucun moyen d'avoir une influence sur tes futures émotions, contrairement à tout le reste dans ta vie. Donc, en fait, tu supportes. Et bah, supporter, c'est encaisser, quoi. c'est vrai, il y a cette capacité-là. Et en vrai, moi je trouve au niveau perso, ouais, ça aide à relativiser. Tu dis finalement, il y a plus grave, hein, c'est du sport. Et puis ça t'aide parce que tu te dis, je sais qu'on peut s'en relever. Tu vois, on va pas perdre tout le temps. Je sais plus qui disait en fait, et moi ça m'avait fait rire cette expression. Il disait, statistiquement, on ne peut pas perdre tout le temps. Chaque nouvelle défaite me rapproche de la prochaine victoire. Ouais, ouais, faut être positif dans la vie. Non, mais c'est vrai, non, mais tu sais, j'en parlais il y a pas longtemps parce que c'est Roland Garros, tu vois, de Julien Bento. Julien Bento, c'est celui qui a fait, du coup, dans sa carrière, en simple, 10 finales, 10 défaites. Mm. C'est-à-dire que bon, il a peut-être, je sais pas, 12-15 ans de carrière. En simple, il a fait tout le tour de la Terre, il a fait des tournois, je sais pas combien, pour jamais en gagner un seul. Il a jamais gagné un tournoi. Et pourtant, ça reste un des meilleurs joueurs de tennis, enfin de la planète, dans le sens, il est dans le top 100. Donc, toi, Mhm. quand même, t'imagines toute la concurrence que tu as dû battre pour arriver à ce niveau-là. Mais au final, tu as une carrière où, alors, je crois qu'il a je dis peut-être une énorme bêtise, mais je crois qu'il y a quand même une médaille olympique quelque part en double, tu vois. Mhm. Mais en simple, je veux dire, le mec a labouré tous les continents, tous les terrains de tennis. Il a dû faire des trucs bien obscurs pour au final jamais gagner un tournoi, tu vois. Et je trouve ça assez drôle et dramatique, mais dramatique dans un sens positif du terme, tu vois. Je trouve ça drôle de me dire, le mec a une très bonne carrière, mais au final, il a toujours perdu une fois par semaine, tu vois. C'est ouais, c'est assez fou et en même temps, on se dit, il a déjà gagné parce il est dans le top 100. Tu vois, et gagner une finale, c'est quelque chose, mais arriver en finale, c'est tellement rare dans la Ouais, vie bien d'un sûr. sportif que tu te dis finalement, ces occasions-là, nous, on voit finalement que la partie Bah, tu vois les émergée de 3 ou les l'iceberg. 4 avec Murray, et puis le reste, Mm. c'est plus compliqué, tu vois. Donc, voilà, donc, je trouve ça assez drôle, toi, de me dire quand même les meilleurs tennisman, parce que ça reste les meilleurs Mm. tennisman. Je veux dire, le top 60 te défonce en 6-0, Mm. 6-0. Mais ces mecs-là vont peut-être une ou deux fois dans leur vie gagner un tournoi, et c'est tout, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence dans la façon de vivre la défaite selon les générations? Je sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, tu la vis plus sur les réseaux. Mm. C'est aussi ça, hein. Je veux dire, nous, on est là pour ça, entre guillemets. Moi, je veux dire, les défaites que je vivais étant jeune, alors, je peux vraiment parler comme un vieux, mais j'en ai vécu à la radio, tu vois, genre, enfin, je les trouverais presque plus belles parce qu'il y avait un côté, genre, j'adorais écouter le foot à la radio, tu vois, par exemple, c'est un truc, j'aurais plus la patience aujourd'hui, tu vois, mais genre, c'était un truc où t'imaginais, t'étais vraiment dans. Ouais, il y a Et l'imaginaire après, qui quand tu rentre en regardes la jeu. télé, tu vois que le mec hurle pour une passe au milieu de terrain. Donc ça casse un peu le truc. Du coup, ça peut rendre les matchs presque plus intéressants, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté où à l'époque, j'avais vécu des défaites à la radio, elles étaient trop dures, tu vois. Parce que le mec, avec sa voix, te fait espérer encore plus qu'à la télé Mm. où tu vois les choses qui se passent. Mais du coup, c'était un truc solitaire, la défaite, tu vois. Genre, t'avais pas de quoi communiquer, t'étais pas là derrière à donner ton avis sur le Mm. match, à regarder ce que les autres en pensent, à regarder des émissions qui vont. Tu vois, il y avait même pas l'after, tu vois ce que je veux Mm. dire. Il y a eu l'after qui a quand même permis d'avoir des mecs qui réagissaient à la Ouais. défaite et au fur et à mesure, tu avais quand même des trucs qui se créaient du contenu. Mais au début de la défaite, elle était solitaire, tu vois. C'était dans ta chambre, tu vas te coucher. Et aujourd'hui, là, j'ai la nouvelle génération, elle va aller sur Twitter, elle va aller sur Insta, elle va aller. Ouais. Et c'est très bien, tu vois, mais c'est différent parce qu'en fait, tu vas la partager ta défaite. Mm. Tu vas la partager parfois avec agressivité, parfois avec dépit, parfois avec. Enfin, chacun avec ses mots et son caractère, mais elle est partagée. Avant, elle était vraiment solitaire, ce qui C'est donnait un vrai. petit truc un peu.
mélancolique et marrant, tu vois. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, oui, t'as un dribble, tu tombes, il y a un mème, tu fais le tour de la Terre. Nous, je veux dire, bon là, ils ont pas perdu, mais Paris perd, on est attendu, tu vois. En mode, je te jure que par exemple, quand Madrid fait son truc, tu vois, quand ils perdent contre Madrid avec le triplé absolument absurde là, enfin, on a combien de messages privés en disant les gars, je vous attends, tu vois. Oui. Moi, j'ai une pression, tu vois. J'ai même pas le temps d'être triste pour les Parisiens, j'ai une pression du résultat, tu vois. Là, c'est vrai qu'il y a une pression aussi dans la façon de réagir. Il y a cette instantanéité avec les réseaux. Il y a le fait Bien sûr. qu'aujourd'hui, ça fasse le tour du monde. Et en vrai, il y a des gens qui ont quand même beaucoup plus d'imagination quand il s'agit de rire des autres. Bah, nous. Mais on rit de nous aussi, tu vois. Genre, on rit de nous aussi, mais oui, oui, enfin. Tu sais, souvent les sportifs parlent d'être dans sa zone, tu vois. Mm. Nous, quand il y a une défaite française, on est dans la zone, tu vois. On est dans un flux de vannes, on est dans un flux de trucs, on sait ce que. Enfin, tu vois, genre, c'est assez drôle à voir, tu vois. Parce qu'avant le début d'un match, on va pas avoir d'imagination et sur le coup, on est dans un truc, on va sortir des petits trucs qui font un peu mal, quoi. Est-ce qu'il y a des sportifs qui ont plus d'autodérision que d'autres, en tout cas dans ceux avec qui tu as pu les échanger sportifs, c'est ou... comme les sportifs, c'est comme les humains. Hein. Je veux dire, il y en a qui ont plus d'autodérision. En fait, faut vraiment se dire que, et ça, c'est un peu ce que je peux avoir comme retour d'expérience de la FFS, c'est que, entre guillemets, les sportifs, c'est des gens comme nous, sauf qu'ils sont meilleurs en sport, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a qui vont avoir de l'humour sur eux, il y en a qui vont être totalement déconnants, il y en a qui vont être beaucoup moins marrants, mais pas dans le sens des gens mauvais, tu vois, mais juste, ils ont moins d'humour, ils ont moins la fibre, tu vois. C'est comme en soirée, t'as des mecs, tu sens que tu vas pouvoir tout de suite matcher, t'en as aussi, tu sens que c'est beaucoup plus premier degré. C'est la vie, en fait. Donc, en fait, les sportifs, par contre, les sportifs, ça reste enfin, il y a quand même une culture de vestiaire, il y a quand même une culture de la vanne, tu vois. Moi, ce qui me fait marrer avec la FFL, c'est que c'est plus les supporters qui vont dire, ouais, les gars, c'est abusé ce que vous faites, tu peux pas dire ça, nanani, nanana, que nous, maintenant, on a la chance, parce qu'on a réussi, parce qu'on a pu en croiser, tu vois. Les mecs, ils adorent se faire vanner. Enfin, en fait, le sport, ça reste quand même globalement, même s'ils sont pas tous... Il y a quand même beaucoup plus de vanneurs, il y a quand même... Enfin, en fait, eux aussi, ils ont besoin de dédramatiser leur propre truc, tu vois. Eux aussi, ils savent qu'ils ont fait de la merde, tu vois. Nous, on nous dit souvent, le truc le plus relou qu'on puisse avoir, c'est la petite interview d'après-truc en mode « Ah, c'est pas grave. » Si, c'est grave. Tu vois, en fait, tu sais, ils sont presque à dire « Défonce-moi. » Tu vois, nous, on a fait les Paralympiques. Ça a un peu évolué, mais avant, c'était que du pathos, tu vois. Genre, en fait, tu vois, un parathlète peut merder sa compétition. C'est pas parce qu'il a un handicap que faut absolument voir tout en rose et, tu vois, le voir comme un mec dans un papier bulle qu'il faut pas brusquer, tu vois. Au contraire, de ce qu'on a pu voir, les parathlètes, par exemple, c'est les plus vénères sur les vannes de l'handicap et sur les vannes des... Enfin, tu vois, genre, vraiment, ils sont hardcore. Genre, il y a vraiment des trucs qu'on peut pas passer dans nos émissions, tu vois. Donc... Globalement, il y a de tout. Après, oui, il y en aura certainement qui n'ont pas d'autodérision, tu vois. Genre, c'est tout à fait logique, en fait. T'as des humains sur Terre qui n'ont pas d'autodérision. Enfin, je veux dire, on a tous les deux été dans des entreprises. T'en as qui sont marrantes, t'en as avec qui tu peux pas vanner. Très bien, tu vois, chacun a son caractère. Nous, je pense que maintenant, on a quand même cette image quand même de gens qui sont pas méchants, tu vois, mais qui sont là pour vanner. Et en fait, on rentre dans cette culture de la vanne et du coup, on rentre par cet angle-là. Parce qu'après, tu vois, t'as quand même... Tous les sportifs, en fait, ont aussi le côté, genre, ils se font insulter chaque jour, tu vois, enfin, surtout, par exemple, les tennisman. Les mecs prennent des insultes parce qu'ils ont perdu, tu vois, donc en fait, nous, on est quand même à un niveau bien en dessous de ça, tu vois. C'est vrai. Oui, il y a une certaine bienveillance et je pense que quelque part, vous avez créé une sorte de personnalité, c'est un bon copain, la FFL, avec qui on peut rigoler. Et puis, on espère, c'est un peu l'objectif, tu vois, de se dire... on est là pour te vanner quand t'as perdu et ils sont là pour nous vanner quand ils ont gagné, tu vois. Donc ça permet d'avoir aussi ce côté exutoire et donc c'est très bien, moi ça me va très bien ce positionnement. Parce que vous réagissez aussi aux victoires. On oublie de le dire, mais là il y a eu un communiqué que vous avez fait sur la victoire du PSG et c'est aussi marrant. En plus il y a une plume qui est assez sympa derrière. Donc on réagit aussi aux victoires à la FFL. Bah, il faut voir le nombre de messages qu'on a. Quand on a des victoires en mode ah, les gars, t'es en PLS, nanani, nanana. Enfin, je veux dire, on a plus de messages et en fait, du coup, on prend le contre-coup, quoi. Mais sur la défaite, j'ai l'impression que c'est plus facile d'en rire parce qu'il y a aussi, dans d'autres domaines que le sport, quelque part, cette génération un peu loser qui est sortie. Moi, je pense à Bref,
avec Ken Kojandi. Et je pense aussi à Orelsan qui a beaucoup d'autodérision et dans sa manière de rapper. Est-ce que vous sentez un peu le Ken Kojandi ou le Orelsan Après, moi, du c'est sport? ma génération, je veux dire, surtout on va dire, le premier album d'Orelsan, tu vois, le premier album d'Orelsan, je l'ai revécu via le documentaire où, ouais, le mec, en fait, tu vois, en tant que mec de province française, tu vois, qui était pas... Enfin, moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup de rap à l'époque. Et t'avais ce côté... c'est marrant, je découvrais des univers que je connaissais pas, tu vois, parce que, tu vois, genre, à l'époque, le rap était quand même un peu plus conscient et racontait un peu plus la vie, on va dire, dans des zones que moi, je connaissais pas du tout, tu vois, Paris, déjà Paris, banlieue, pour moi, c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu découvrais un peu le monde, pas, mais personne racontait ta vie. Donc, effectivement, moi, les trucs d'Orelsan, qui vit un peu dans des secondes villes françaises, tu vois, t'avais un peu le côté, ah, c'est marrant, tu vois, genre, le côté loser, le côté soirée de merde, on l'a tous vécu, tu vois, nous, enfin, je sais pas d'où tu viens, toi, mais moi, je l'ai vécu en province, tu vois. Donc c'est assez marrant toujours de réentendre un peu des trucs qui parlent de ta vie, tu vois, avec humour, tu vois. Et pareil, bref. Hein, je veux dire, bref, pourquoi ça a marché? Parce que tout le monde se reconnaît dans des trucs à gauche, à droite, tu vois. Situation, ouais. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça, en fait, en parlant aux gens, finalement, tu vois, et pas en s'imaginant des vies, tu vois. Donc oui, il y a ce côté... la loose, ça fait partie du quotidien, tu vois. T'as plein d'œuvres en fait qui parlent du quotidien, qui parlent de la morosité quotidienne, qui parlent de la loose quotidienne. Donc en fait dans le sport, comme par ailleurs, en fait ça parle aux gens, tu vois. Il y a quand même plus de perdants dans le sport que de gagnants. Donc on parle à plus de gens en parlant des perdants qu'en parlant des gagnants. C'est vrai. C'est vrai. Et là-dessus, moi, vraiment, je vous mets quelque part un peu. Pour moi, vous êtes les trois piliers de la loose, Ouais, de cette génération-là. tu nous mets dans un triangle. Je prends ma place, mais j'ai un peu le sentiment de l'imposteur là. Bah, en vrai, j'ai envie de dire un média sportif, parce qu'aujourd'hui, on peut vous considérer comme un média. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, mais techniquement, on a un média, donc il n'y a pas de souci. Hein. Avec le nombre de personnes qui vous suivent, qui réagissent, avec la façon dont vous documentez aussi, parce que là, voilà, la Bible de la FFL, vous avez documenté un nombre de défaites, un nombre d'événements sur le sport français, qui fait que pour moi, aujourd'hui, voilà, vous êtes ce pilier-là pour le sport français. Bah, on a un truc qui est marrant, c'est qu'on est dans une place où personne peut venir en fait maintenant. c'est drôle, tu vois, genre. Vous avez un monopole. On a monopolisé la défaite française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est drôle parce que personne, peut-être que ça arrivera, tu vois, mais il y a un côté genre tu prends cette défaite, tu penses, tu vois, on est top of mind de la défaite française comme ils disaient les marketos là. Et c'est assez dur parce qu'en fait le concept, si tu reviens, tu vois, il est quand même dur à répliquer sans dire. Donc c'est assez drôle, tu vois, c'est assez marrant. Mais écoute, si tu me mets au même niveau qu'Orelsan et bref, écoute, je prends avec humilité quand même, mais avec joie. Est-ce que vous avez des équivalents à l'étranger? Ou est-ce que tu as regardé ça? Ouais, bah ça dépend. Je sais qu'il y en a qui ont essayé de faire des trucs. On a eu Belge, on a eu Italie, j'ai vu. Je sais pas si ça a marché. Après, c'est le ton français. Je pense que tu vois, tu as des pays comme l'Allemagne où tu sens que ça peut pas marcher parce que c'est très germanique et très premier degré, même si quand ils vont à Majorque, c'est plus les mêmes. Mais si, je pense que si tu fais un truc en Belgique et que tu pousses le truc, ça marchera aussi, tu vois. Si tu vas au Canada, il y a beaucoup d'autodérision au Canada, ça marchera aussi, tu vois. Mais ouais, il y en a qui ont essayé. Enfin, je sais que j'ai vu des pages faire, mais tu vois, après, il faut connaître les spécificités du pays, il faut connaître, tu vois, genre. On n'a pas cette culture. Enfin, il faut vraiment une culture locale pour parler aux gens, tu vois. Ça, j'aime bien ce que tu dis parce que dans le podcast, on s'intéresse surtout à ça. En fait, l'élément culturel qui va nous distinguer. Et en ça, je pense qu'il y a vraiment une façon de vivre la défaite à la française. Il y a un rapport à la victoire qui est différent. Par exemple, aux États-Unis, je sais pas si la FFL vous... Non, puis après, les États-Unis, avez... les États-Unis, c'est différent. Eux, ils sont compète depuis la high school, où genre t'as les high school qui s'affrontent en tant que high school, t'as le quarterback qui est star. Enfin, tu vois, genre, nous, le sport au collège, c'est rien, en fait. T'as même pas d'équipe de collège. Donc, si t'as les Olympiades, à la limite, je sais pas si t'as vécu des Olympiades dans ta vie, où ta classe, c'est contre la classe. Mais du coup, t'as vraiment une culture de la performance parce que t'as une culture de faut que je représente, que t'as pas en France. Et je suis même pas sûr que c'est mieux, tu vois, parce que ok, t'as une culture de la performance, mais ça reste des gamins, tu vois. Pour moi, le sport, avant d'être une compète, ça doit être un plaisir. Et la compète, ça doit être dans les clubs, et le fait d'avoir une compète il y a un truc que je trouve un poil malsain, tu vois. Genre, en tout cas, moi, justement, parce que j'avais été voir des trucs d'high school de foot US où, ouais, c'est des fous, quoi.
Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Genre, vrai. culturellement, c'est vraiment un marqueur différent, tu vois. Différent. Le sportif est une rosta qu'il n'est pas en France, je veux dire. Du moins dans ces établissements, tu vois. Donc, mais après, t'as quand même des trucs qui ont une culture de la défaite aux États-Unis. Hein. Je veux dire, t'as des villes qui ont souffert. Je veux dire, Oui. je suis en plein, en plus, je suis en plein dans la rédaction d'un livre où là, je suis vraiment sur la ville de Cleveland, Ah oui. où Cleveland a vraiment 3 clubs où les 3 clubs puent la merde. Enfin, enfin 3 franchises qui puent la merde. Alors, mais celle de basket un peu moins aujourd'hui, mais quand même, il y a une culture la ville a souffert, ils ont vécu les pires scénarios possibles. Enfin, et vraiment, t'as une culture de la défaite dans le sens ils savent que c'est des perdants, quoi. Très intéressant ce que tu dis sur la culture US et le fait qu'ils aient quand même des losers. Parce que quand bien même c'est un pays qui est toujours orienté victoire et qui est très capitaliste, le système par exemple pour la NBA de la draft, il veut quelque part, on redistribue les cartes pour qu'un jour le loser il arrive quand même à avoir sa chance. En tout cas, pas forcément à gagner, mais à avoir sa chance. Et en ça, est-ce que tu trouves qu'il y a un peu un paradoxe dans cette culture? Ouais, Ouais. enfin, c'est un truc. Après, c'est capitaliste et, euh, et protestant. C'est-à-dire que t'as quand même le côté. Enfin, c'est. T'es né là, t'es à cet endroit et c'est pour cette raison que t'y es. Démerde-toi pour arriver où tu veux aller. Et en fait, tu l'as mérité à ta naissance, tu vois. Donc, c'est un peu le côté, ouais, genre, faut être. Genre, c'est toi contre le monde, tu vois. Donc, il y a un peu ce côté, genre. Tu dois aller chercher ce que toi t'attends rien de personne, tu dois aller à ton truc. Après ouais le truc c'est que c'est marrant, c'est que la tank finalement le tank c'est ce qu'on appelle le tank, donc le fait de perdre volontairement pour aller chercher des meilleurs joueurs à la draft. Effectivement c'est un peu une culture de la lose, mais en fait c'est aussi une culture, enfin c'est plus avant la culture de la victoire, t'as la culture du capitalisme. Parce que si il faudrait équilibrer les cartes pour que il y ait du suspense, pour que ta ligue soit intéressante. Mais en soi, c'est plus juste que nous, nos systèmes de relégation. européens. Même pas une question de relégation, mais une question de tu pars pas avec les mêmes chances. Aujourd'hui, la Ligue 1, alors moi, je vais pas faire le truc à nana Paris ce que tu veux, mais on part pas avec les mêmes chances. Tu pars pas avec le même capital, t'as pas de salary cap, t'as pas de redistribution équivalente. Donc les gagnants vont gagner plus et vont pouvoir avoir plus. Donc t'as pas ce système de justice, on va dire, sportive que promet le système américain dans leur ligue, tu vois. Mais après, c'est pas parce que, effectivement, je veux dire, il y a quand même des équipes qui ont une culture de la gagne plus que d'autres, hein, parce que c'est pas parce que t'as le meilleur joueur que t'es capable d'en faire quelque chose. Faut savoir quand même construire intelligemment. Pour moi, la plus grosse inégalité reste dans effectivement, t'as des équipes comme les Lakers, pour les plus connus, qui vont attirer les joueurs parce que t'as la fame de l'équipe, tu vois. Et t'es à Los Angeles et pas à Milwaukee. Ce qui pour n'importe quel humain, en fait, est plus plaisant. C'est vrai qu'il y a ça, et comme tu le disais, il va y avoir des villes qui vont quelque part un peu s'attacher à une culture de la victoire ou à une culture de la défaite. C'est drôle que tu mentionnes Cleveland, où il y a justement LeBron James, on ne mesure pas, je pense, assez la victoire qu'il a apportée à Cleveland par rapport à, Moi, je à la toute mesure, cette mais disette. Mais ouais, Cleveland, c'est une ville qui a souffert. Et en vrai, tu as des villes aussi qui vont avoir cette culture de la victoire. Parce qu'il y a les paillettes, on parle de gros marchés aux États-Unis. Et en fait, quelque part en France, en Europe, on a aussi ça. Hein. Les supporters du Real Madrid et du Barça qui passent leur temps à dire, mais en fait, toi, les arbitres, ils sont pour toi, etc. Vous vous rendez pas compte que vous êtes parmi le gratin du football européen et que vous mangez très 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 bien depuis des années. Moi, je Et dis qu'il y toujours, a tu des regardes ton supporters. équipe le mercredi. Ouais. T'as 95% des gens qui voient pas leur équipe la semaine, ils voient le week-end dans le championnat. Mais oui, non, oui, c'est assez, c'est un peu toujours. Les supporters sont très victimaires, tu sais. Ils ont toujours l'impression que tout est contre eux, qui dérange, nanani, nanana. Enfin, je le vis. Tu sais, tu fais une vanne sur un club, on fait ah, tu détestes ce club. Je fais gros. J'ai à peu près, tu vois, genre tous les commentaires de tu détestes ce club. Même mon club de Lille, on m'a déjà dit que je le détestais, donc c'est très bien. Pour moi, ça veut dire que j'ai réussi. Mais oui, effectivement. Mais t'as aussi des grosses villes, hein, je veux dire, New York a pas d'équipe gagnante, hein. Alors bon, ils ont quand même eu des trucs en NFL. Alors je m'y connais moins en baseball et en hockey, mais je sais qu'en NFL, ils ont quand même eu des trophées absolument incroyables, parce que personne ne les attendait. Mais je veux dire, tu prends les Knicks, ils ont beau avoir la meilleure stade des États-Unis, ils ont beau avoir le meilleur, enfin, attractif, c'est New York, tu vois. Bah, ils se plantent toujours, tu vois. Donc ça marche pas toujours. Mais oui, effectivement. Mais après, il y a le côté...
Quand t'es une petite franchise, bah du coup, t'es obligé de réfléchir pour faire ton équipe. Ce que ne font pas toujours les grosses Les gros. franchises. C'est vrai. C'est vrai. Et là-dessus, j'ai eu l'impression qu'en 2025, 2024, 2025, on arrivait un peu à la fin de cycle de certains losers historiques. Il y a eu le Bayer Leverkusen qui a gagné le championnat l'année dernière. Il y a Tottenham qui n'avait pas gagné depuis longtemps, qui a gagné Ouais. l'Europa League. On a eu le PSG qui a mis la fin à un cycle, même Écoute, si on année peut difficile, hein. discuter. Année difficile, mais oui, bah après... mais en fait, moi, ce que je trouve très drôle, et... alors, je suis pas fan de Tottenham ou quoi, mais... Tu sais, les supporters, moi, je me souviens, par exemple, j'étais supporter de Lille, et du coup, en 2000... de 98 à 2011... Moi, j'avais les Lensois chez moi, en gros, qui me vannaient. J'avais les Parisiens qui me vannaient. J'avais les Marseillais qui me vannaient. Moi, c'est pas que j'ai souffert, tu vois, mais j'étais en mode, j'espère gagner un trophée dans ma vie, tu vois. Mm. Genre, tout ce que je voulais, c'était juste gagner un trophée pour être heureux. Et le jour où on a gagné, du coup, Coupe de France 2011, moi, j'étais pas heureux. J'étais soulagé. Vraiment, j'étais soulagé. Enfin, j'étais heureux, bien sûr, tu vois, mais avant d'être heureux, j'étais soulagé. J'étais soulagé de me dire, putain, j'ai un trophée. On me fera plus chier, tu vois. Genre, j'ai vécu le truc, tu vois. Donc, j'étais heureux, mais j'étais soulagé de pouvoir vivre cette joie. Et je pense que à Tottenham, t'es soulagé de plus te faire vanner. À Paris, t'es soulagé de plus te faire vanner. Pour moi, un vrai supporter, là, à Paris, ok, t'es heureux, ce que tu veux, mais avant toute chose, tu dois être soulagé de te dire, vas-y, je pourrais perdre l'année prochaine en Ligue des Champions, on me C'est pas cassera plus grave. la tête, Oui. tu vois. Pour moi, ça doit être un soulagement, la Il y a victoire. un tu poids vois. qui est parti. C'est un poids, genre un truc de putain, on m'a vanné pendant 10 ans. La FFL m'a pris la tête chaque mois de mars pendant 10 ans. Tu vois, genre, tu dois avoir ce petit bruit de soulagement, tu Ouais, vois. c'est vrai, ce petit soulagement. Mais oui, il y a Tottenham, il y a Paris, Bayer Leverkusen. Moi, j'ai presque. Après, on peut parler de leur niveau, mais je me suis dit, même les Knicks risqueraient d'avoir leur chance cette année si on met fin à des cycles T'as comme les ça. Pacers, hein. Les Pacers Oui, n'ont ça jamais rien gagné. aussi. Oklahoma n'a jamais gagné. Donc, C'est vrai. bon, Oklahoma, c'est une franchise jeune, donc c'est un peu différent, tu vois. Mais là, aujourd'hui, en NBA, tu auras une franchise qui a jamais rien gagné. Alors, je me trompe pas, mais je pense que les Pacers n'ont jamais rien gagné. Je crois que c'est correct. Écoute, on me flagellera si je mens, mais en tout cas, ils n'ont jamais rien gagné sous ma vie. Pour en revenir à la loose un peu à la française, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Ok. c'est ambivalent. Tu veux que je Parce parle que, en fait, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à dire, et moi ça m'avait marqué, je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Oui, bah ça s'appelle se mentir à soi-même. Voilà. Et puis à côté de ça, depuis qu'Emmanuel Macron est président, on a gagné une Coupe du Monde, on a fait une autre finale de Coupe du Monde. Le PSG a gagné la Ligue des Champions, on a réussi des jeux que tout le monde nous annonçait catastrophiques. Emmanuel Macron est-il un ennemi de la FFL? Ouah, pour moi, je lis pas le politique aux performances sportives. C'est pas parce qu'il enfin, souvent en mode, tu vois là, genre, on se gargarise des jeux pour après avoir tous les sportifs qui disent j'ai plus de financement. Donc, ouais, moi, après, je pense qu'il a au moins le mérite d'être un amoureux du sport. Je lui concède ça. Peut-être il a eu de la chance, hein, je veux dire. Mais je veux dire, on a gagné la Coupe du Monde 98 sous Chirac, qui connaissait rien au foot, donc je ne lis pas l'efficacité politique à ça. Chirac, il nous a offert de beaux moments FFL avec des bourdes sur les noms des gens, avec l'équipe de France, championne de France. Il y connaissait rien, mais au moins il faisait pas semblant, tu vois. Genre, effectivement, c'est pour les jeunes en tout cas qui connaissent pas et qui étaient même pas nés peut-être en 98, faut revoir l'énoncé des joueurs à la finale où il n'arrive pas à sortir un seul bon nom. Donc moi je trouve ça extraordinaire. Mais à la limite, moi je préfère quelqu'un qui connaît pas le sport et qui essaye pas de, tu vois, genre. Tu sais, on a toujours les mecs un peu dans les bars qui disent je connais le foot, et tu creuses un petit peu et Il y a rien. je préfère un mec qui me dit j'y connais rien et qui est curieux que quelqu'un qui va absolument me dire je connais tout, tu vois. Mais est-ce que Emmanuel Macron, bah écoute, si au moins il a porté chance dans ça, on lui concédera ça, mais il y a aussi des défaites avec Macron quand même. Je veux dire, 2022, c'est lui, hein. C'est vrai. C'est vrai. Et comment tu vois du coup la suite quand on a gagné, par exemple, là, comme le PSG, tu disais tout à l'heure, il y a un rapport au soulagement. Est-ce que les prochaines défaites du PSG seront moins difficiles? Pour eux, oui. Enfin, en fait, là, t'as le côté où, comme quand t'en as gagné une, en fait, tu peux dire, enfin, t'auras toujours envie de gagner, mais t'auras quand même moins ce truc de pression, de fantôme du passé, de
Déjà, tu auras un exemple de te dire, ah, il y a un moment, on a réussi à mentalement passer ce côté je suis Paris et je suis voué à me merder dans les moments cruciaux. Donc, t'as un exemple, on va dire, de on a réussi, tu vois. Donc, effectivement, l'année prochaine, Paris perd en huitième, et ben, ça sera moins pire que s'ils avaient perdu et qu'ils n'avaient pas gagné cette année, tu vois. C'est obligatoirement pire parce qu'ils auront toujours le côté, ok, ça fait chier, mais on en a gagné une. Hmm. En fait, une fois que tu en as gagné une, alors c'est pas que tu auras moins la rage d'en gagner d'autres, mais en tant que supporter, tu pourras dire, ce sera moins dur en tant que supporter, c'est sûr, parce que là, moi, je sais que les supporters, quand ils en perdaient une, là, quand ils perdent contre Dortmund, quand ils perdent contre Madrid, quand ils perdent contre le Bayern, le truc derrière, c'est on en gagne. Tu sais, c'est pas qu'ils avaient perdu, le pire truc, c'est qu'ils se disent, c'est pas pour cette année, tu vois. Mm. Aujourd'hui, ils ont plus ce truc de. Tu vois, tu pourras regarder les trucs avec plus de décontraction, je pense. C'est vrai. Et parmi les supporters, là on parlait des supporters du PSG, pour toi les supporters qui ont le plus d'autodérision en France, C'est. que tu as vécu ou que tu as vu dans le cadre de la FFL, parce qu'il y en a qui par exemple sont bons dans les banderoles. Ouais, non, Ouais. mais c'est. Après, tu sais, les gros clubs sont par nature moins marrants parce que Mm. tu auras une communication plus corporate, parce que tu auras une plus grosse masse. Qui dit plus grosse masse, dit plus gros influenceur. T'as vraiment des gens que tu peux pas vanner, nanani, nanana. Donc, plus tu arrives dans les petits clubs, on va dire, et je dis pas ça par mépris, plus en fait, tu vois, je prends des clubs comme Caen, là, qui sont dans une catastrophe absolue, mais ils sont quand même capables d'envoyer des grosses vannes, tu vois, parce que, tu sais, il y avait la banderole qui a fait tout le tour du stade. Enfin, c'est genre. En fait, vraiment, eux, ils ont un côté dans le dépit, en fait, on utilise l'humour. Donc, en fait, plus le club va être petit, donc je pense à Caen comme club marrant, je pense à Rennes qui a quand même vécu, qui a mangé pas mal de pain noir. Je pense même à Lens, hein, où il y a quand même pas mal d'autodérision sur ce qu'ils sont, même si c'est moins pire que les deux autres, on va dire. Mais ouais, mais les gros clubs, ouais, c'est moins marrant, quoi. Enfin, tu peux pas rire avec un supporter de Madrid, ils sont chiants. Tu peux pas rire avec un supporter de Barça, l'arbitrage, des gens. En fait, c'est une fois que t'as compris que tu te déranges pas et que t'es insignifiant, tu peux rigoler de toi-même, tu vois. C'est vrai. Mais ouais, non, Paris dérange, Barça dérange, Madrid dérange. Enfin, je veux dire, la saison de Madrid, pour moi, c'est vraiment une des saisons les plus exécrables que j'ai vues dans le foot, quoi. Genre, t'es Madrid et tu te plains de l'arbitrage. Enfin, Mm. Et par sport, est-ce que tu trouves que y a des sports où on a peut-être un peu plus bien d'autodérision que sûr, les autres? je prends le foot, c'est là où t'as le moins d'autodérision. Mm. Le tennis, t'en as pas beaucoup, parce que c'est un truc. Enfin, les sports individuels sont souvent durs, parce Mm. que, tu vois, c'est plus facile de rigoler d'une équipe que de rigoler d'une personne, tu vois ce que je veux Oui. dire? Parce que je sais que j'avais eu la discussion avec des journalistes du tennis, par exemple, tu vois, qui disaient, nous, quand on fait un article, je sais pas, sur un tennisman, tu vois, je vais pas donner de nom, bah, toi, tu vas faire un article sur le tennisman, mais lui, il va prendre l'article pour Pour lui, lui. personne Mm. humain, tu vois. Donc, t'as ce côté, en plus, bah, ça reste des personnes où tout tourne autour d'elles. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dois gérer ton physio, tu dois gérer ton kiné, tout tourne autour de toi. Donc, t'as un peu d'égocentrisme dans tout sport individuel, pas que le tennis, t'as un peu d'égocentrisme parce que tous tes frais sont liés à ta propre performance. Donc, à la fin, t'es un peu. Et chaque mot que tu vas lire va peut-être te faire cogiter. Donc c'est beaucoup plus dur, on va dire, de rigoler d'un sportif individuel, dans un sport individuel, que de rigoler d'une équipe où en fait tu rigoles d'une institution. Oui. Donc après, maintenant on commence à être connu, donc c'est plus facile, mais il faut toujours. C'est plus facile, c'est plus difficile, on va dire, de trouver les mots, de trouver la bonne ligne de crête entre je rigole de la performance et pas du sportif dans l'individuel. Après, oui, dans les autres sports, enfin, nous on l'a vu au JO, enfin. En fait, les gens sont trop marrés à regarder d'autres sports, à avoir des gens. Tu sais, on parlait de. Moi, par exemple, c'est moi qui ai Poucave Alexis Gendard, le premier sur Twitter, tu vois. Donc, t'avais un mec qui m'a envoyé la vidéo qui a fait, mec, moi je peux pas parce qu'il est rédac chef, tu vois. Il fait, mais vas-y, envoie parce que ça va buzzer, tu vois. Donc, j'ai envoyé sa chute. Et tu vois, t'es là au début, moi je savais même pas que c'était un sportif de haut niveau, tu vois. Genre, enfin, je voyais juste une chute d'un mec, puis Ouais. après, je découvre du coup que c'est un des mecs au JO. Je fais, waouh, tu vois. Et en plus, t'as vraiment 3-4 heures où il prend cher, Ah oui. où t'as Macron qui prend cher parce que il fait une inauguration avec le mec se viande et ça fait. Tu vois, t'es là en train de te dire, waouh, ça prend des proportions. C'est juste un mec qui a raté son saut, tu vois ce que je veux dire? Vous allez très loin. Donc après, c'est vrai que c'est marrant, tu vois, tu peux très bien toujours dire. Mais en fait, pendant 4 heures, 5 heures, le mec prend cher. Nous, on le contacte, on fait, mec, écoute, est-ce que ça te dit d'en rire, tu vois? Vraiment, Oui. est-ce que ça te dit d'en rire? Il fait, ouais, cool. Ce qui est cool, c'est qu'entre-temps, il s'est fait inviter sur 2-3 plateaux, il a raconté. Tu vois, le mec Mhm. a tout de suite fait ses propres vidéos. Pour moi, c'est l'exemple, gendarme, du
t'as une merde dans la vie, Ouais, t'en tu rigoles rebondis. tout de suite. Le mec Tu fait des rebondis. vidéos, dit ouais, je Mhm. vais être sur tous les bêtisiers. Il fait 2, 3, 4, 5 plateaux de télé. Sur les plateaux de télé, on dit ah mec, c'est trop marrant, t'en rigoles. Du coup, hop, visibilité sur ton sport dont tout le monde se foutait, sans être offensant sur le plongeon, tu vois. Mais personne ne les connaissait, tu vois ce que je veux dire. Donc il a mis la lumière sur son sport via une cagade. Nous, après, derrière, on va le voir. On fait mec, est-ce que ça te dit de te prendre au jeu? Le mec se prend au jeu fois 1000, tu vois. Donc derrière, en fait, d'une merde, d'un truc ridicule, t'es capable d'en faire une grosse force, tu vois. Et en fait, t'as regardé finalement les jeux, t'as peut-être regardé plus sa compétition parce que t'étais curieux de Mhm. voir le truc. Puis nous, on les a vus plonger, les gars, tu vois. On fait, waouh, c'est impressionnant, tu Oui. vois. Donc, si les personnes, tu vois, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'autodérision ou pas? En fait, si t'as de l'autodérision, tu peux en faire une grosse force, tu vois. Parce que le mec, quand même, peut-être du moment le plus ridicule de sa carrière, il en a fait un truc où finalement, aujourd'hui, je sais pas, je veux parler de bankable ou quoi, tu vois, mais aujourd'hui, il est connu, il est référencé Mhm. et on se dit, ah, c'est un mec, t'as envie de te boire un coup avec, tu vois. Donc, euh, donc c'est un bon exemple. Tu parlais d'exemple tout à l'heure. C'est un bon exemple de t'es capable de transformer une merde en truc hyper positif, tu vois. En ça, je trouve que la FFL, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai découvert des sportifs grâce à vous. Ouais, Il y a des sportifs que je connaissais pas, des disciplines qui sont beaucoup moins médiatisées et que justement, de par la défaite, tu le vois, il y a eu notamment ce moment durant les Jeux, j'ai oublié le nom de l'athlète qui tombe durant le relais en triathlon, le triathlon mixte. Et ça, par ouais. exemple, moi, le triathlon mixte, déjà, je savais pas qu'il y en avait au JO. Je t'avoue que j'ai découvert des choses aussi. Hein. Donc Je vais pas voilà, commencer je à te découvre mentir. des choses comme ça, moi, grâce à vous, parce que ça met la lumière, effectivement, parfois sur une discipline, ok, on en rit, mais finalement, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a aussi une exposition sur des sports ou alors sur Bah, des athlètes qui vont pas forcément en avoir habituellement. nous, en plus, aujourd'hui, c'est. Enfin, pour rentrer un peu dans les détails, c'est un peu notre ligne édito. C'est-à-dire que nous, en fait, on parle beaucoup moins de foot qu'avant, tu vois. Avant, on était foot, foot, foot parce qu'on regardait le foot. Puis là, les JO, nous, on s'est intéressé à plein de choses. Moi, la plus grande frustration de mes JO, on va dire, c'est. Nous, on a fait une émission le matin pendant les JO. On était à Eurosport, on Mm. faisait des vidéos. Et ma plus grande frustration, c'est de pas avoir posé mon cul pour regarder 10 heures de sport, tu vois. Mm. Donc, au final, tu rattrapais tout. Mais en fait, tu regardais que les gens, ils avaient envie de regarder la natation. Franchement, on a fait une détox foot et c'était trop dur de se remettre dans le Mm. foot, tu vois. Parce qu'on a regardé plein de sports en fait, où on a commencé à kiffer, on s'est dit, ah putain, je connais pas ce sport, même les Paralympiques, on a commencé à Mm. regarder de la boccia, qui aurait cru qu'on a regardé de la boccia. Parce que je vais te dire, aujourd'hui, par exemple, tu me demandes en 2025 le meilleur article sur notre site internet qui a fait le plus de vues, c'est un article sur Aurélie Aubert qui a gagné en boccia, tu vois. C'est pas Paris, c'est Mm. pas le tennis, c'est pas quoi, c'est de la boccia. Donc en fait, les gens ont envie de voir d'autres sports aussi, tu vois. Et je pense que tu parlais tout à l'heure, enfin non, t'en parlais pas, mais il y a un peu le côté héritage des jeux ou quoi. Nous, notre héritage, on essaye de parler beaucoup sport, beaucoup plus que deux, trois Oui. sports comme avant, tu vois. Et il faut arriver quand même, enfin, j'espère qu'on arrivera quand même, parce que les gens ont envie de regarder autre chose que du foot. Moi, c'est un peu ma conviction par rapport au jeu. Enfin, on était capable de regarder des trucs, on pensait jamais le faire, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, il y a ça et on le sent, je trouve, même dans. Puisqu'aujourd'hui, la FFL, il y a du business aussi derrière, il y a des produits dérivés. Bien sûr. Et je trouve on ressent ça un peu, cet esprit Tour de France, cet esprit sport un peu plus local. Ah bah, nous, avant les jeux, effectivement, nous, on s'est. Enfin, je sais pas si on a redonné une vibe au Tour de France, mais on a essayé de montrer qu'en fait, tu vois, c'était pas juste des mecs qui font un vélo. Enfin, je sais pas si t'as déjà été sur les bords du Tour. À Paris uniquement. Ah, faut aller un peu. Mm. Enfin, mais quoi qu'à Paris, là, ça changera peut-être un petit peu avec le truc qu'ils ont fait, ou même pendant les Jeux. Je sais pas si t'as vu le cyclisme pendant les Jeux. Alors, moi, j'avoue que c'était une après-midi où j'étais cramé, donc je regrette. Si tu me demandes un regret peut-être des Jeux, je C'est regrette de pas avoir été rue Le Pic ce jour-là, mais je devais vraiment dormir. J'ai regardé ça devant ma télé, c'était incroyable. Enfin, c'était fou. C'est- Genre, c'était fou. Et genre, en fait, le truc du Tour de France, la magie du Tour de France, c'est que c'est un des derniers sports gratuits. Et quand tu vas sur l'école, quand tu vas même dans les fan zones, quand tu vas dans des trucs aux quatre coins de la France, en fait, c'est une vraie liesse populaire où en fait tu passes ta journée sur le bord de la tour, tu pars. Tu rencontres plein de gens. Nous, on a fait effectivement le premier, on va dire, gros truc de la FFL, c'est le virage Pinot. Oui. Donc on a, pour la dernière de Pinot, on a voulu faire un petit virage. On s'est dit, franchement, on était avec une ambition très modeste de dire, ah, ça sera peut-être 500, 600, on va récolter 2-3 idiots des quatre coins du tour. Parce que nous, on a déjà fait des trucs où on s'est dit, en fait, c'est trop ça que les gens veulent voir, en fait. Parce que la magie du tour, c'est t'es avec un voisin que peut-être tu détesteras le reste de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, t'as une passion commune et c'est vraiment le côté, c'est peut-être très LinkedIn, très truc, mais le sport rassemble. Et vraiment, sur les bords du tour, le sport rassemble. C'est-à-dire que tu peux aller parler à des gens à qui tu parleras jamais, avec qui, je sais pas, les trucs sociaux font que tu seras jamais en Dans le contact. même environnement, oui. Et tu peux avoir vraiment de partout, tu vois.
Et moi, j'invite tout le monde à aller sur le bord de Tours parce que c'est le truc le plus drôle du monde. Vraiment. Pendant une journée, tu fais que te marrer. Tu parles à n'importe qui, tu dis des conneries. Tu vois, il y a ce côté-là où tu vois les cyclistes amateurs monter. Et en fait, tu passes pendant 5 heures à les supporter. Et donc, nous, ce virage Pinot, on l'avait monté en se disant, tiens, on va aller faire la fête. Parce on savait ce que c'était la fête. On avait vraiment envie de redonner une petite hype Tour de France, mais en mode supporter. On avait vraiment envie de dire aux gens, écoutez, nous, on l'a fait, là, ça faisait longtemps, en vrai, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait le Tour de France, tu vois, et je l'avais pas fait avec des potes ou quoi, parce que ici, il passe pas chez toi, tu le fais pas. Et on avait pris goût, là, avec Louis, donc, qui est mon acolyte, on avait pris goût à refaire le tour, à faire le con, parce que tu fais le con pendant une journée, et c'est drôle, en fait, c'est complètement burlesque, c'est beauf, mais pas dans un beauf, tu vois, mauvais du terme. Tout le monde est beauf sur le Tour de France, tu vois. Et t'as la caravane, c'est le truc le plus beauf du monde. Tu cries des marques pour qu'ils t'envoient des produits. Un Enfin, petit faut Bob vraiment. Cochonou. Non, mais enfin, je veux dire, le Bob Cochonou, c'est le Graal du. Enfin, nous, t'as des grands-parents qui viennent sur le tour juste pour ramener un Bob Cochonou pour leurs petits-enfants. Et t'es là, tu fais, c'est complètement absurde quand ils pensent. Toute l'année, t'as des marques qui payent pour avoir un semblant d'attention des gens. Et là, en fait, t'as des marques qui défilent devant toi et tu cries leur nom. C'est n'importe quoi. C'est complètement l'antithèse de ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Et du coup, t'as vraiment une ambiance Tour de France. Et du coup, on a monté ce virage Pinot où il y a énormément de monde qui sont venus. C'était n'importe quoi. Et du coup, on a vraiment eu ce côté, genre, je sais même plus quelle était la question initiale, mais le cyclisme, le Tour de France, c'est ce côté, genre, en fait, ça rassemble les gens et tu fais le con toute la journée et c'est drôle, quoi. Oui, moi ce que j'aime aussi là-dessus, c'est que c'est du sport qui, bah, de par l'activité aussi, mais qui sort du stade. Et du coup, en fait, ça rend le sport et en fait ce qu'il y a autour un peu plus accessible Bien sûr, c'est gratuit. aux gens. Ouais. C'est tout con, mais c'est un événement gratos. Donc, effectivement, t'as peut-être des trucs payants à gauche, à droite, mais c'est gratuit d'aller, si le tour passe dans ton coin ou un petit peu loin, à 1 heure, 2 heures de route, c'est gratuit de prendre ta caisse, d'aller voir les mecs, de prendre ta glacière, de faire ta journée. Tu vois quand même l'événement, un des événements sportifs majeurs dans le monde qui passe devant toi. Enfin, je veux dire, t'as pas d'autres sports où t'as des mecs qui passent à 50 cm, 1 mètre de toi. T'as pas d'autres sports où ça arrive. C'est vrai. Enfin, je veux dire, si tu veux aller voir du foot, tu vas passer ta queue, tu vas passer tes 4 contrôles de police, tu vas être... et peut-être que le mec qui est en bas, au premier rang, sera à 4 mètres de Mbappé quand il célébrera. Tu vois ce que je veux dire? La différence, elle est monumentale. Je veux dire, moi, Pogacar, j'ai vu 6, 7, 8 fois passer devant moi, tu vois. Et t'as pas un autre sport, alors peut-être la course à pied, tu vois, mais t'as pas un autre sport, finalement, qui t'offre cette proximité, qui t'offre aussi cette liesse, parce que vraiment, pour ceux qui ont jamais fait le tour, faut comprendre que c'est pas juste un moment où tu vois des cyclistes passer, quoi. C'est genre, tu rigoles avec tes voisins pendant 4 heures, 5 heures, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. C'est vrai. Et là-dessus, c'est vrai que ça manque un peu de sport qui se retrouve un peu de sport plus populaire. Paris 2024 a un peu essayé de faire ça avec les sites qui étaient dans Paris, même s'il y a eu des... Voilà, on peut discuter, hein, le prix des places fait que tout le monde ne peut pas venir. Mais il y a eu cette tentative-là. Et aux États-Unis, il y a un peu ça, même si les places sont très très chères, on va pas se mentir. Mais le fait de venir sur le parking avec sa voiture, faire son barbecue avec le reste des autres supporters. J'ai un peu ce truc-là. C'est un peu ça le Tour de France. Le Tour de France, c'est un petit peu le côté genre. Tu te rassembles avec des gens que potentiellement tu croiseras jamais. Moi, c'est ça vraiment. Moi, ce que j'aime bien dans le. Vraiment, si jamais vous avez jamais vu, regardez, tapez Virage Pinot sur Internet et vous verrez un peu ce que c'est l'événement. C'est que nous, on était, je sais pas, 1000, 2000, 3000, mais des gens qu'on croisera jamais et des gens qui ont vécu un truc en même temps qu'ils oublieront jamais, tu vois ce que je veux dire? Et gratos. C'est un truc, bah, l'essence, c'est ce que tu veux, mais c'est un truc hyper populaire. T'as pas plus populaire. Et aujourd'hui, je pense que le sport perd de son côté populaire. Enfin, je trouve que le foot perd de son côté populaire. Je trouve que beaucoup. Là, je regarde Roland, je regarde ça. Ils essaient. Enfin, tu vois, genre, même à Roland, ils essayent un peu de mettre de l'ambiance. Ils font de l'ambiance. Oh là là, le tennis, ça doit être silencieux, ça doit être une cathédrale. Non, le sport, ça doit être un truc populaire, en fait. Le sport, ça doit être un truc qui rassemble. Moi, il n'y a pas beaucoup d'autres sports que le cyclisme où t'as vraiment, je vais peut-être pas dire toute classe sociale mais j'ai envie qu'il y ait toute classe sociale. Toi là vraiment rue Le Pic, moi Louis Guettet me racontait et tous ceux qui étaient, c'est que t'avais de tout, t'avais absolument de tout. T'avais des mecs qui étaient là par curiosité, t'avais des mecs qui savaient le bordel que ça allait être, et au final t'as eu un truc où chacun se disait putain j'ai vécu un truc incroyable. Et enfin je sais pas, moi dans la vie j'ai envie de vivre des trucs incroyables, et quand j'ai fait mon virage Pinot, le premier truc que j'ai eu à la fin de ce virage, tu vois, c'était j'y étais, tu vois. En fait, il y a un truc où je sais que tout, tu vois, on peut se gargariser, mais tous ceux qui étaient à cet endroit-là,
c'est un côté où ils disent c'est quoi tes événements sportifs dans ta vie que tu as préféré vivre. C'est sûr qu'ils vont dire. Moi, j'ai eu 2 trucs. J'ai eu le France-Ukraine 3-0, Mhm. où c'était un moment genre un peu hors du temps. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'était la qualification avant 2014. On perd 2-0 en Ukraine. Et moi, j'avais des places, j'étais limite blasé de les avoir. Et le match a eu un truc où t'as pas souvent ça dans une vie, tu vois. Oui. T'as pas souvent ce truc de ah putain, t'as un peu ce côté genre mystique qui se crée dans le stade. Je l'ai pas revécu une seule fois dans ma vie. Peut-être je vais t'ajouter ma Coupe de France parce que c'est Lille, tu vois. Mm. Mais sinon, t'as peu d'événements dans ta vie où tu sais, souvent les événements cool que t'as dans ta vie, en fait, tu les regardes un peu par le passé et tu te dis ah, c'était cool en fait. Oui. C'est un des rares moments où dès que c'est fini, tu sais, tu le revivras pas. Oui. Et tu sais que c'était un moment où tous ceux qui étaient là, en fait, si à un moment tu croises et que tu dis ah putain, t'étais au virage Pinot, moi aussi, tu vas en parler, tu vois. Oui. Et tu vas revivre le truc et les JO, c'est pareil. Je veux dire, je pense que y a eu des moments des JO où enfin, tu vois, rien que les JO, en fait, tu dis, ah, le truc cool des JO, c'est que c'était incroyable. Mhm. Tout le monde était heureux. Il y avait, alors, dans les rues, il y avait quand même de tout. Tu vois. Effectivement, dans les stades, je vais pas te mentir, le prix des places fait que, mais tu avais quand même à côté, nous, on était au Club France. Oui. Le Club France, c'était incroyable. Mhm. Enfin, je veux dire, le Club France, pour le coup, était hyper abordable. Les gens étaient là à regarder sous le cagnard de la natation. Et il y avait de tout, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça trop cool parce que du coup, ça rassemble. Et puis, juste après les Jeux, tout le monde s'est redivisé. Mais Ouais. au moins, en fait, ça a pu prouver que le sport a ce pouvoir-là de rassembler. Rassemblé. Et même si ça fait un peu LinkedIn, même si ça fait un peu mielleux, c'est pour moi la vérité, tu vois. Et j'ai envie de revivre, moi, et si possible, de recréer des événements comme ça, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, mais en même temps, moi, pareil, il y a des moments comme toi où je me suis dit, voilà, ça touche au plus profond de ton âme. Toi, en tant que supporter Marseille, quand vous avez perdu votre 13e défaite d'affilée, tu t'es dit, oh, putain, je l'ai vécu, tu vois. Mais tu vois, j'ai eu des moments de sport mémorables et en fait, souvent, quand je ressors de ces moments-là, je me dis, j'ai envie de le revivre. Sauf que, en fait, c'est quelque chose que tu maîtrises absolument pas. Ça va arriver un peu par sérendipité et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça va arriver à des moments où tu t'y attends pas forcément parce que toi, finalement, le virage Pinot, le résultat, tu t'en foutais. Finalement, le résultat. Là, en fait, le résultat, ça a été, il faut comprendre, tu sais, en fait, du coup, pour vraiment refaire un truc résumé, on fait un virage pour le dernière étape de montagne de Thibaut Pinot, qui, si vous connaissez pas, en gros, il y a un peu le cyclisme un peu loser magnifique que les Français aiment parce que il a du panache, il a été merde dans sa vie et tout, il a eu des blessures au très mauvais moment, etc., etc. Nous, on est là, on fait la fête pendant 5 heures, 6 heures sur les routes, dans un virage dans les Vosges, quoi. On est là, on fait la fête, on fait la fête, on fait la fête. Et franchement, en fait, quand on fait la fête, on s'en fout du vélo. Faut comprendre un truc, c'est que tout le monde s'en fout du vélo, quoi. Tout le monde s'en fout de l'étape qui passe. Puis il y a l'étape qui a dû commencer il y a 2 heures, mais nous, on est en train de chanter, on est en train de. Et le fait est que lui, bon, évidemment, il savait qu'il y avait ça. Et le fait est que, en fait, il passe en premier. C'est-à-dire que le virage, il le passe en premier, il a attaqué, il la passe en premier. Et nous, personne, parce que t'es dans un col des Vosges, Ah oui, t'as pas de réseau et qu'en fait, tout le monde est un peu en train de se faire la fête. Personne savait si on savait qu'il était échappé, on fait ah cool, il est échappé, il sera peut-être dans un groupe de 5-6, tu vois, genre. Puis en fait, quand il passe tout seul, faut comprendre que si vous regardez les images, personne n'est au courant qu'il passe tout seul. Donc t'as ce côté-là extraordinaire. hors du temps, Ouais. tu vois, pour nous hors du temps parce que tu crées un truc pour un gars et le gars te le rend x10, tu vois. Et donc t'as ce truc hors du temps. En fait, tu disais ouais, je vais jamais le revivre. Nous on fait en fait moi un des trucs que je me suis dit c'est que tu revivras jamais le fait de pas savoir. Parce qu'aujourd'hui, t'es ultra connecté, enfin, je sais pas, mais si tu regardes une étape, en fait, tu vas savoir que le mec va arriver en tête, donc en fait, tu vas voir le mec arriver, tu savais déjà qu'il était en tête. Là, le fait de pas savoir a rendu le truc incroyable pour tout le monde. Tu vois, le fait tu le vois passer 4 secondes, tu vois. En fait, tu le vois passer, il est parti, la foule, fini, tu vois. Et ces 4 secondes, elles restent gravées parce que c'est un moment, waouh. Mais effectivement, très beau moment que tu nous décris. Et moi, ça me fait penser à d'autres moments qui se créent comme ça, et notamment la Ola silencieuse au Cécifoot durant les JO, des moments spontanés comme ça. Alors moi, j'ai vu que la télé, du coup, ça fait mais c'est marrant, en fait, tu vois, c'est cool parce que tout le monde, enfin, la Ola silencieuse, c'est très drôle parce que c'est un truc absurde, mais tu crées un moment, en fait, tu vois, genre, les gens te diront, en fait, tu crées des souvenirs. Enfin, pour moi, le sport, ça doit créer des souvenirs, ça doit créer. Tu parlais de moments où j'y étais, j'aimerais vivre ça. Pour moi, c'est un peu les moments comme des coups de foot dans la vie, tu vois. Tu sais, un moment où tout pète dans la tête et t'es là en mode je vais revivre ça toute ma vie, alors que non, et c'est la beauté de ces moments. C'est des moments uniques.
On va passer au Wall of Shame de la loose. Alors, je vais te donner des oui. éléments et tu vas me dire, moi, finalement, comment tu vois les choses. Vas-y. Si je te demandais un lieu, le temple, le panthéon de la loose, ce serait où? Panthéon de la loose. Roland Garros, quand même. Hein. Pour nous, Français, oui, c'est vrai. Roland Garros, parce que Panthéon de la loose, mais t'as un peu ce côté. Chaque année d'espoir. Alors maintenant, on n'a plus trop d'espoir. Et finalement, comme on n'a plus d'espoir, il y en a une qui fait demi-finale. Mais moi, c'est pas tant parce qu'effectivement, il y a Nadal, donc en fait, le mec gagne. Mais c'est plus le côté, on se crée des espoirs. À chaque année. Et tu vois, aujourd'hui, on est en train de dire, Tsonga, il a pas une carrière formidable. Si, mec, c'est juste. Regarde ce qu'il y avait en face, tu vois. Je veux dire, si t'es le 5e, en fait, il gagne rien, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un peu ce côté autoflagellation et surtout création d'espoir qui fait que Roland Garros, parce que malgré tout, dans l'ère européenne, on n'a qu'un Français qui a gagné, tu vois. C'est vrai. Et plusieurs Françaises, mais un Français. Un Français, uniquement. Et si la FFL, ou si la loose plutôt, était un objet, et je repense notamment au Marcel d'Or qu'on avait sur Canal+. Ah bah tu me spoil ce que j'allais te dire tout à l'heure, mais un objet, c'est compliqué, un objet. J'essaie de trouver un objet qui a marqué. Si un objet, bah le vélo pas aérodynamique de Laurent Fignon pour les 8 secondes, tu vois, genre, ça c'est c'est un beau. objet, c'est-à-dire que pour reprendre rapidement, effectivement, contre la montre finale d'un Tour de France, Laurent Fignon le perd pour 8 secondes et en fait son adversaire lui avait commencé à avoir les vélos de triathlon avec le casque aérodynamique qui lui a fait gagner des secondes alors que Laurent Fignon dit moi je reste sur mon vélo, j'essaye pas la nouveauté ou on n'a pas eu ce côté tiens on va essayer pour voir si c'est pas un peu mieux et finalement bah, c'est peut-être ce matériel ce fait de pas vouloir de peur de la technologie, peur du progrès qui a fait perdre ce Tour de France. Et du coup, si c'était une personne, t'as qu'une personne, tu peux en choisir qu'un. Une personne qui un président, un Hall of Famer de la loose. Je mettrais Laurent Fignon en vrai, mais pas pour lui, mais pour ce qu'il a représenté. Dans le sens, donc il perd ce Tour de France pour 8 secondes. Enfin, regardez les jeunes, si vous avez jamais vu, c'est ce compte à rebours fatidique. Mais ce qu'il y a, c'est que Laurent Fignon, avant le Tour de France, est pas du tout aimé. Il a gagné 2 Tours de France. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Laurent Fignon, c'est plus un mec qui a gagné 2 Tours de France, c'est un mec qui en a perdu un. Tout le monde te dit, si tu prends un mec qui connaît un peu le cyclisme, tu diras Laurent Fignon, le mec qui a perdu un Tour de France. Donc déjà, le fait de perdre un Tour de France a fait oublier de la mémoire populaire qu'il en a gagné 2. Et avant ça, c'était un peu un intello, un peu un mec qui avait une grande gueule, qui était pas trop aimé, enfin, qui était un vrai gagnant, tu vois. C'est un vrai gagnant. Ce mec, c'était une tête de con sur le vélo, mais il faut être tête de con pour gagner des tours, tu vois. Et le fait qu'il ait perdu et qu'il ait une tête un peu apathique après le Tour de France l'a rendu populaire. C'est-à-dire que vraiment, lui, la défaite l'a rendu populaire. J'aurais pu citer Poulidor, qui est vraiment... Enfin, le mec est devenu une expression pour ces raisons-là. Mais il y a ce côté Laurent Fignon où le mec était pas trop aimé, a perdu, est devenu aimé parce qu'il a perdu. Donc ça représente pour moi un peu ce côté français, un peu masochiste. Bah, c'est très beau. Si tu devais retourner dans le passé et changer une victoire en défaite, ce serait laquelle? Voilà, c'est une victoire en défaite. Moi, je changerais une défaite en victoire, tu vois. Je changerais le France-Bulgarie 93. Comme ça, on irait à la Coupe du Monde, on perdrait cette Coupe du Monde et on n'aurait pas tout le truc pour 98, tu vois. Donc voilà, moi, je ferais gagner un truc pour perdre encore plus gros derrière. Ah là, tu nous fais du Christopher Nolan, là. C'est du scénario mec, dans le scénario. L'effet papillon, tu vois. Pour moi, parce que si on gagne 98, pour moi, c'est parce qu'on merde 93. Donc on gagne 93 et hop, on gagne pas 98. C'est beau comme réflexion. On va passer aux questions rituelles. Je le rappelle, 2 questions. La première, quelle œuvre, ça peut être un livre, un film, une série, une chanson, un resto, ou média caractérise le mieux ton parcours? Du coup, t'en parlais tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est catégorisé dans le parcours, mais ça catégorise ce que je veux faire, tu vois. Et tu parlais des Marcel d'Or. C'est un des premiers, donc pour ceux qui connaissent pas, allez sur YouTube. C'est peut-être d'ailleurs Dailymotion maintenant, les Marcel d'Or. C'est un truc où effectivement, pendant les trophées UNFP, il y avait, j'ai oublié son nom, mais c'était quelqu'un du rugby avec des pattes là sur le côté, en fait, qui remettait un Marcel d'Or, qui était un peu le trophée
d'une boulette. Je sais pas, on a eu par exemple Stéphane Pichot qui avait mis 3-4 mains ou qui avait fait concédé 3-4 pénaltys. En gros, il avait énormément d'autodérision, pince sans rire sur ses performances désastreuses. Moi, je trouvais ça super drôle, tu vois, parce qu'en fait, ça te dit, le joueur, en fait, il est capable de rire de ses défaites, il est capable d'aller faire un petit sketch à la con. Et moi, je trouvais, à l'époque, c'était hyper novateur. C'est-à-dire que, ça n'existait pas. Et c'était, à l'époque, on se foutait de la gueule des sportifs, à la limite, via les guignols, mais eux rigolaient pas d'eux-mêmes, tu vois. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça, genre, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi tes inspirations, c'est ça, quoi. C'est le Marcel Dors, c'est vraiment le truc qui me faisait mourir de rire. Donc, c'est un truc vraiment, pour moi, c'était vraiment la preuve qu'en fait, faut rire avec, tu vois. Oui, c'est vrai que ça change de rire, entre guillemets, de quelqu'un et de rire avec quelqu'un. Ouais. Tu vois, on a eu Franck Dubosc qui avait fait son petit César, là. Je sais pas si t'as vu le truc du César. Et bah, tout le monde a adoré parce que le mec, en fait, rigoler de soi-même, s'il n'y avait pas plus drôle quand c'est bien fait. Et t'as Dubosc, du coup, qui va rigoler de sa propre carrière, peut-être un peu trop populaire, peut-être un peu trop comédie et pas dramatique avec son petit Oscar. Moi, je trouve ça incroyable. César, plutôt. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, pour moi, t'as tout compris sur ce que c'est l'humour quand tu fais ça, en fait. Si tu rigoles de toi-même, après, tu peux rigoler de tout ce que tu veux. C'est vrai. Et dernière question, je vais te demander un numéro entre 1 et 10, et puis j'ai une question surprise à te poser. Écoute, 4. 4. Ah oui. Quel objet, symbole de ta relation avec le sport, t'apporte le plus d'émotions ou de souvenirs? Un objet? Waouh. Ça peut être un maillot, ça peut être un des objets de la FFL que tu as. J'essaie de... Parce qu'après, ça reste un objet. C'est une question compliquée. Hein. Elle est pas simple. J'essaie de me souvenir des maillots que j'ai pu acheter à des occasions. Un maillot avec un flocage raté, ou un flocage où le joueur est parti juste après. Flo Thauvin qui est passé chez vous comme ça. Florent... Ouais, mais j'ai pas son maillot. Mais j'ai des flocages, mec, t'oses pas imaginer. J'ai fait des... N'achetez pas du faux, mais j'avais fait un semestre en Chine et j'ai fait des maillots absolument absurdes. Non, après, non, c'est plus des souvenirs. Tu sais, le premier maillot de foot, en vrai, c'est un souvenir, le premier maillot de foot. Hein. Maillot blanc, LOSC, ING Direct, des premières Ligues des Champions, le moment où je suis tombé amoureux de mon club, tu vois. Donc, quand effectivement Lille, alors c'est les années 2000, hein, je suis vraiment un yeuve, mais. Où t'as un club qui passe en 2 ans de Ligue 2 à Ligue des Champions, tu vas jouer à Old Trafford. Donc, du coup, c'est plus le maillot qui me rappelle à ces souvenirs, mais j'ai pas d'objet, on va dire. Je le garde en mode celui-là, il a été touché, celui-là, il a sueur de. Potentiellement, je l'aurais pu, tu vois, mais. Peut-être mon premier maillot de foot, quoi. Non, mais c'est beau. C'est beau. Parce que c'est ce qui se rattache finalement à la passion du sport, tu vois. C'est tu crées des mémoires, des souvenirs plutôt. Oui, on a fait un épisode d'ailleurs là-dessus. C'est le maillot de foot, voilà, c'est porteur de tous ces souvenirs-là. Et je pense que c'est un beau mot pour la fin. Mais parfait. Écoute, Antoine, merci d'avoir participé à cette interview. Je pense qu'on a passé un très bon moment. On a appris, et je l'espère, les auditeurs, pas mal de choses. Et puis, on va continuer de suivre la FFL et puis d'espérer des victoires comme des défaites. Faisons ça. De toute façon, là, cette année, c'est un peu compliqué, là. En 2025, au cas où, hein, si jamais vous entendez ça 10 ans plus tard. Dure année. Merci encore à toi. Merci, Youssouf. Salut.